je vais te donner tout ce que tu as besoin de savoir pour atteindre tes objectifs. Peut-être qu'aujourd'hui, ça te semble irréalisable. Peut-être que tu as l'impression qu'il y a un mur devant toi qui t'empêche d'atteindre tes objectifs. Je vais vraiment tout te donner. Tu n'as qu'à regarder toutes les slides que j'ai préparées qui viennent de mon expérience personnelle, de toutes les ressources que j'ai étudiées tout au long de ma vie qui m'ont permis personnellement d'atteindre mes objectifs. Donc prends le temps vraiment de regarder cette vidéo, ça va te permettre de réaliser tes rêves. J'ai tout condensé en une seule vidéo, ok, pour que tu n'aies plus besoin que de cette unique vidéo. Tu pourras revenir dessus quand tu auras oublié certains points, et j'insiste vraiment. Cette vidéo, c'est la vidéo que j'aurais moi voulu avoir 5 ans plus tôt. Cette vidéo va littéralement changer ta vie, ok? Prends le temps de la regarder jusqu'au bout et tu ne le regretteras pas. Si tu le regrettes, je t'invite à me bloquer, à te désabonner et à même envoyer de la négativité en commentaire si tu le souhaites. Je suis vraiment sûr de moi avec cette vidéo, tu peux me faire confiance, ok? J'ai préparé 75 slides qu'on va parcourir ensemble avec un sommaire vraiment complet, les dangers de vouloir atteindre ses objectifs. En 1, l'insatisfaction. En 2, le why, okay, qui est un outil hyper puissant pour être plus déterminé que n'importe qui. En 3, le dopamine mindset. Et en 4, la motivation. Hacker sa motivation. Sur cette chaîne, tu es sur non pas une simple chaîne, mais un mouvement, le mouvement Aider notre génération, qui a pour but de venir en aide aux autres dans le monde intérieur et le monde extérieur, et tout ça totalement gratuitement, ok? Je me suis engagé à ne jamais faire d'argent avec cette chaîne. Donc quand je te dis que je vais tout faire pour t'aider avec cette vidéo, c'est pas des conneries, ok? Je n'ai rien à gagner en faisant cette vidéo si ce n'est t'aider. Donc moi mon but c'est que tu regardes la vidéo jusqu'au bout pour que vraiment tu récupères toutes les infos que j'ai mis dans une seule vidéo rien que pour toi. Et plus tu regardes cette vidéo jusqu'au bout, plus je peux t'aider, plus ma mission, mon but avec ce mouvement là est atteint. Donc voilà, je te remercie et remercie-toi vraiment si tu prends le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Encore une fois, ça va vraiment changer ta vie. Sans plus tarder, on attaque maintenant. Et attention parce que cette partie est vraiment la plus importante de la vidéo. Donc prends bien le temps de la regarder, ne skip pas, ne passe pas une partie ou une autre. Et si vraiment tu trouves que ça va trop lentement, accélère la vidéo, mets-la en 1.5 ou en 2 fois. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que toi aujourd'hui, alors je t'ai fait des petites oreilles de chat parce que je sais pas, j'avais envie. Tu as un objectif, et en ayant un objectif, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu as un désir inachevé, ok? Un désir qui est au fond de toi, vraiment au plus profond de toi, qui est vraiment puissant, parce qu'un objectif c'est un rêve de vie quelque part. Et donc tu es insatisfait. Et pour l'atteindre, tu vas devoir passer par de la souffrance, des sacrifices, des échecs et de la solitude, ok? Il faut bien que tu comprennes ça. Et en fait, le fait d'être insatisfait, l'insatisfaction, c'est de la souffrance, littéralement. Ok, le fait d'être insatisfait, c'est de la souffrance parce que tu as un désir qui n'est pas assouvi et qui est au fond de toi et qui brûle d'envie justement d'être assouvi. Ok, donc tu te concentres sur quelque chose que tu n'as pas, ce qui génère forcément de la souffrance. Le contraire de ça, c'est la satisfaction. La satisfaction, c'est l'acceptation. C'est le fait d'être d'accord, d'être OK avec ce qu'il y a autour de soi. Et c'est ce qui amène à la paix et au bonheur. D'accord? C'est vraiment important de comprendre ça. Et pour que tu comprennes vraiment en profondeur ce concept, je vais te donner un premier exemple pour te montrer que l'acceptation et la satisfaction amènent au bonheur et à la paix. Je te prends l'exemple du moine bouddhiste. Le moine bouddhiste, c'est quelqu'un qui a décidé, okay, qui a fait le choix conscient du refus des biens matériels. C'est-à-dire qu'il refuse de posséder des choses. Et quand je dis posséder des choses, ça peut être des meubles, mais ça peut être aussi posséder une femme, ça peut être aussi posséder quelqu'un. Souvent, quand on parle de nos proches, on va utiliser pronoms, des pronoms possessifs. Il me semble que c'est ça. Okay, corrige-moi en commentaire si je me trompe. Mais grosso modo, on va dire ma femme, ma sœur, ma mère, etc., etc. On est dans la possession, ok? Et la possession, eux, ils ont réfléchi, ils ont dit la possession fait souffrir, donc on supprime la possession. Il se détache également des désirs, c'est-à-dire que l'être humain a constamment des désirs, et quand il assouvit un de ses désirs, un autre prend la place du désir précédent, et donc le moine bouddhiste décide de s'écarter et de ne pas du tout essayer, okay, d'achever ses désirs. Il va se contenter d'achever ses désirs les plus simples, manger, boire, enfin tout ce qui est nécessaire finalement à la survie. Et troisième chose, il va abandonner son ego, une absence d'ego totale. L'ego, c'est le jeu, c'est le moi, ok? Je t'invite à explorer un peu plus ce terme d'ego qui a pas mal de définitions
selon qui on parle. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail ici pour que quand même on aille assez vite dans la vidéo. Donc en fait, la satisfaction en soi, c'est le fait d'être en paix, le fait d'être des fois parfois heureux même, et la satisfaction ultime, vraiment genre le fait d'être ultime, le fait pardon d'être satisfait au plus profond de toi, au plus profond de ton être, c'est ce qu'on va appeler l'éveil ou même le nirvana. Il y a certains maîtres spirituels qui vont réussir à s'élever au-dessus du corps physique et à atteindre ce qu'on appelle le nirvana, ok, qui est une espèce d'illumination. Je te donne un exemple très concret de ça. On a Monsieur Eckhart Tolle, que tu connais peut-être, qui est très connu parce qu'il a écrit un livre que je te recommande de lire, qui est Le pouvoir du moment présent. Et Monsieur Eckhart Tolle, il a eu ce qu'on appelle une illumination. C'est-à-dire qu'il a tellement souffert qu'à un moment donné, son ego a été supprimé. Et bref, pour te la faire courte, maintenant il est capable de ne rien faire, d'être assis sur un banc pendant des semaines, des mois d'affilée, voire des années d'affilée, et être pleinement heureux. Okay, mais quand je te dis pleinement heureux, c'est pas le bonheur que nous on vit en assouvissant nos désirs, c'est un bonheur encore plus profond, encore plus pur, encore plus puissant. Okay, et ce gars-là, grosso modo, c'est l'exemple typique du Tchad, du monde intérieur. Alors le Tchad, c'est l'apogée de l'homme, okay, c'est le gars à qui on veut tous ressembler, et lui, dans le monde intérieur, il a atteint quasiment la perfection. A contrario de tout ça, tu vas avoir les Tchads du monde extérieur. Donc même principe, c'est des gars à qui on veut ressembler, mais non pas parce qu'ils ont accompli des choses dans le monde intérieur, mais parce qu'ils ont accompli des choses dans le monde extérieur. Donc tu as ici Donald Trump, alors peu importe ce qu'on pense de lui ou non, hein, c'est vraiment des exemples de personnes qui sont passées à l'action et qui ont fait plein de choses dans le monde matériel. Et on a Elon Musk, qui sont deux exemples, je trouve, vraiment frappants. Et c'est deux entrepreneurs, c'est les clichés de l'entrepreneuriat. Et ces hommes-là, eux, ils ont fait le choix contraire. Ils ont au contraire choisi la poursuite des biens matériels de façon quasiment obsessive. La poursuite des désirs. Alors on verra que la poursuite des biens matériels, c'est pas totalement vrai, parce qu'on a par exemple Elon Musk qui s'est un peu éloigné de ça. On a la poursuite des désirs et on a une présence forte de l'ego. Donc j'ai fait ça, j'ai accompli ça, etc., etc. La fierté d'accomplir quelque chose, d'être moi et de faire des choses dans le monde physique. Donc si je résume, l'insatisfaction constante due à la nature du désir nous pousse à ne jamais être satisfait. Donc si tu fais le choix de toujours courir après tes désirs, finalement tu tombes dans un piège parce que tu ne seras jamais satisfait. Un désir vient toujours en remplacer un autre. Okay, le principe du désir, c'est le fait de désirer quelque chose que je n'ai pas. Si j'obtiens ce que je désire, ce n'est plus un désir, d'accord ? Et à ce moment-là, un autre désir viendra prendre la place du précédent. Bon, ok, c'est très bien ce que tu nous dis là, mais pourquoi tu nous dis ça ? Pourquoi c'est si important de commencer par cette partie ? Parce que moi, je suis tombé dans un piège, ok ? J'ai appelé ce piège le piège de l'entrepreneur, parce que l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui entreprend, c'est dans sa nature profonde, et il va toujours chercher à entreprendre, à faire plus, à faire plus, à faire plus, et en fait, in fine, il va tomber dans ce qu'on appelle le rabbit hole, ok, alors excuse-moi pour mon anglais qui est franchement pas terrible, mais grosso modo, c'est un piège, un gouffre sans fin, littéralement, parce qu'il va chercher à aller atteindre toujours plus, à aller toujours plus loin et il ne sera jamais satisfait. Et quand tu n'es jamais satisfait, ça devient presque maladif et tu deviens extrêmement malheureux. Et moi, je suis tombé là-dedans, donc c'est de mon devoir de te mettre en garde et vraiment que tu ne te fasses pas piéger. Et la citation que je reprends souvent sur cette chaîne, c'est « Change ce que tu peux changer, accepte ce que tu ne peux pas changer ». Accepte ce que tu ne peux pas changer, excuse-moi, je l'ai mal écrit, et apprends à distinguer entre les deux. Ok, c'est vraiment important d'avoir la sagesse de distinguer entre ce que tu dois changer et ce que tu ne dois pas changer. Il y a des objectifs qui sont bons à atteindre, il y a des objectifs qui ne sont pas bons à atteindre. D'accord ? C'est vraiment important de comprendre ça. Donc, méfie-toi de tes objectifs et sélectionne uniquement ceux qui font sens. Pour ça, j'ai fait une autre vidéo qui pourra sans doute t'aider. Okay, les premières minutes sont vraiment là pour réfléchir à quel est le sens de la vie et comment vraiment avoir un impact positif dans le monde. Je te laisse aller la voir, je te la mettrai en commentaire ou en description. Donc, vraiment, si tu as une chose à retenir de cette section, c'est ne cours pas toute ta vie après un objectif qui n'en vaut pas la peine. Okay, c'est souvent ce qu'on voit avec des hommes qui, à 40 ans, ont passé 20 ans de leur vie à construire une vie, à construire une famille, à construire une carrière, et qui finalement se rendent compte
qu'ils ne sont pas heureux, qu'ils ont couru toute leur vie en étant toute leur vie malheureux, en espérant un lendemain meilleur, et quand ce lendemain arrive enfin, c'est la déception, c'est la désillusion. Ils ont perdu 20 ans de leur vie à courir après un objectif qui n'en valait pas la peine, et ils sont bloqués dans une prison dorée. Ok. Alors je ne dis pas que construire une famille et avoir une carrière professionnelle ambitieuse n'est pas sain, c'est simplement qu'il y a des hommes qui ont couru après ça parce qu'on leur a dit que c'est ce qu'il fallait faire, ok. Et ce n'est pas le cas pour tout le monde. Ok, ça c'était la première partie, on va passer, enfin la partie 0, on va passer à la partie insatisfaction. Encore une fois, regarde vraiment cette partie, ne la saute pas parce que c'est la partie la plus importante de la vidéo. Donc si tu souhaites aller un peu plus vite, mets la vidéo en 1x5 ou en 2, mais surtout ne passe pas cette partie. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que l'insatisfaction, c'est de la souffrance, et la souffrance, c'est du gasoil à mettre dans ton moteur, ok. Quand tu n'es pas satisfait, quand tu souffres, tu vas chercher à sortir de ta souffrance, à te mettre en mouvement pour ne plus avoir cette souffrance. Si toi, aujourd'hui, tu es pleinement heureux, ok, tu es vraiment trop bien dans ta vie, est-ce que tu vas chercher à la changer? Bien sûr que non, tu vas au contraire essayer de la laisser telle qu'elle, ok. Et on le voit très bien avec les exemples que je t'ai donnés précédemment comme Eckhart Tolle. Eckhart Tolle, c'est quelqu'un qui pendant 2 ans d'affilée est resté sur un banc du matin au soir à regarder le monde autour de lui parce qu'il était tellement pleinement heureux que pourquoi il irait chercher plus? Il n'en a aucun intérêt, il est pleinement heureux. Ok, donc le mouvement, l'action, le fait d'entreprendre, ça vient d'une insatisfaction, ça vient d'une souffrance. Et plus tu souffres, plus tu as de gasoil à utiliser dans ton business, dans tes objectifs, peu importe quels qu'ils soient. Ok. Donc si tu veux atteindre tes objectifs, c'est malheureux, mais c'est comme ça que ça marche. Il va falloir que tu commences à nourrir ton insatisfaction, il va falloir que tu commences à nourrir ta souffrance, et il va falloir que tu concentres tout ton esprit à chaque seconde sur ton insatisfaction. Moi, pour te dire, j'ai atteint aujourd'hui plus ou moins mes objectifs, même si ce n'est pas totalement le cas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réfléchi comme un psychopathe. Chaque seconde de mon esprit était concentrée sur je n'ai pas ce que je veux, je n'ai pas ce que je veux. Qu'est-ce que je fais pour atteindre ce que je veux? Qu'est-ce que je vais mettre en place pour atteindre ce que je veux? Si tu as 24 heures de ton cerveau qui sont concentrées sur ton objectif et que la personne qui veut le même objectif que toi, par exemple qui veut devenir championne d'équitation, numéro 1 en équitation dans le monde, qui va gagner entre celle qui y réfléchit 24 heures sur 24, même quand elle dort, elle rêve de ça, elle pense à ça, et celle qui pratique 8 heures par jour, qui pratique autant que l'autre, hein, mais qui ne réfléchit pas à ça chaque seconde? Eh bien, évidemment, c'est celle qui réfléchit du matin au soir qui va gagner. Donc, pour être plus déterminé que n'importe qui, en fait, il faut être plus insatisfait, plus souffrant que n'importe qui. Et je te parle de mon expérience personnelle. À l'heure d'aujourd'hui, je suis sans doute une des personnes les moins heureuses que je connaisse. Alors tout va bien pour moi, je te rassure, hein, je n'ai aucun souci, etc. Je suis en train de travailler là-dessus. Mais c'est parce que pendant plusieurs années, j'ai nourri littéralement du matin au soir mon insatisfaction. Ce qui fait que bien sûr, j'ai plus avancé dans la vie concrète, dans le matériel que les autres personnes de mon âge. Mais le contre-coup de ça, les désavantages de ça, c'est que je me suis rendu malheureux sans le vouloir. Parce que je n'étais pas conscient qu'en fait, je nourrissais aussi mon malheur en courant autant après mes objectifs. C'est pour ça que je te parle de mon expérience, pour que tu t'en serves et que tu ne reproduises pas les mêmes erreurs. Ok, ça c'est la première chose. Maintenant, on va voir ton why, et le why, c'est vraiment quelque chose de primordial. Moi, c'est ce qui m'a permis vraiment de dépasser tout le monde et d'être plus déterminé que tout le monde. Donc, je le répète pour chaque partie, mais cette partie, c'est d'autant plus vrai. Attention, regarde-la bien en entier, ne saute aucune partie. Ça va vraiment t'apporter énormément de choses dans ta vie professionnelle et pour atteindre tes objectifs. Donc, mets-la en x2 si jamais tu commences à saturer. Mais normalement, tu dois avoir la capacité de te concentrer jusqu'à la fin si tu veux changer ta vie. Aujourd'hui, il faut que tu imagines, il y a ton rêve. Et souvent, un rêve, c'est quelque chose qui est difficilement atteignable. C'est quelque chose que peu de gens réussissent à atteindre. Sinon, ça ne serait pas un rêve, ça n'aurait pas de valeur. Et bien souvent, ton rêve va entrer en compétition avec d'autres personnes. Je te prends un exemple, si demain tu veux devenir numéro 1 au monde au tennis, ça va te demander de battre tous les autres. Si demain tu veux gagner 10 000 euros par mois, ça va te demander de battre 99% de la population, etc., etc., etc. Donc en fait, c'est une compétition, d'accord? Tu es en compétition contre des gars et des femmes
qui ont faim, ok, qui sont prêts à tout pour gagner. Donc si toi aujourd'hui tu n'es pas prêt à tout, tu vas perdre, tu vas te faire manger par les autres. Et je peux te le dire, j'en connais autour de moi qui sont extrêmement déterminés, qui sont vraiment prêts à tout, ok. Je me suis mis dans l'eau parce que, en toute honnêteté, j'aurais pas envie de m'affronter, d'accord. Donc si toi aujourd'hui t'as pas suffisamment faim, tu vas perdre. C'est pour ça qu'il faut vraiment que tu aies une raison profonde de vouloir gagner plus que les autres. C'est vraiment ce qui est important, ok. Et je te prends un exemple concret de ça. Imagine deux personnes, ok. Il y en a une qui est vraiment prête à tout pour gagner. Elle est prête à tout, tu vois. Elle est prête à tout. Et t'en as une autre qui est prête à tout aussi pour gagner. Genre, elle est vraiment prête à tout, sauf quand faut bosser le week-end. Sauf quand faut sacrifier sa vie sociale. Sauf quand il faut souffrir. Sauf quand, etc., etc. À ton avis, laquelle de ces deux personnes va gagner? Je pense que la réponse est assez évidente. C'est évidemment celle qui est prête à tout sans condition, qui va réussir à atteindre son rêve. Ça ne veut pas dire que celle-là ne va pas réussir, peut-être que les deux vont y arriver, ok, mais en tout cas, celle qui a le plus de chances d'y arriver, avec des probabilités, c'est évidemment celle qui est prête à tout sans condition. Pour être prêt à tout sans condition, il faut que tu aies un why. Un why, c'est une raison de te lever le matin. C'est pourquoi tu as envie d'atteindre cet objectif. Parce que tu l'as vu, un objectif, c'est quelque chose qui va te générer de la souffrance. C'est quelque chose qui va demander des sacrifices. C'est quelque chose, des fois, qui va t'emmener dans la solitude. Donc c'est quelque chose vraiment qui va te tester, ok. Et quand il va y avoir des moments extrêmement durs, il va falloir que tu aies une raison forte d'atteindre tes objectifs. Et ça, je vais t'expliquer avec l'histoire de Monsieur David Goggins. David Goggins, il a dit une phrase extrêmement puissante, c'est ton why doit être plus fort que l'inconfort que tu ressens. Et je vais t'expliquer ça avec un exemple concret que Monsieur David Goggins a lu. Je le tire de son livre qui est extrêmement intéressant, extrêmement motivant surtout. Ce qu'il faut savoir, c'est que David Goggins, c'est un gars qui a fait les forces spéciales américaines. Et un des entraînements des forces spéciales américaines, c'est pendant plusieurs mois, ils sont dans des conditions mais extrêmes. Mais quand je te dis extrême, c'est vraiment extrême. Il faut que tu imagines, pendant plusieurs mois, on te fait faire des exercices physiques qui te poussent à bout. On te fait dormir quelques heures seulement, on te prive de nourriture, on te prive de sommeil, on t'insulte du matin au soir, tu as des instructeurs qui essayent de te démoraliser pour te faire quitter l'entraînement pour qu'il ne reste vraiment que les personnes les plus dures. Et après quelques mois d'entraînement, un matin, tu as David Goggins qui est réveillé à 3h du mat, il a dormi 2 heures, ça fait un mois que ça dure, et l'instructeur lui crie dessus pour lui dire d'aller à la plage. Ils vont à la plage à 3h du matin en plein hiver. On leur donne évidemment pas à manger, on les fait courir en footing après s'être réveillés jusqu'à la plage, et là on leur demande d'aller dans l'eau. Et David Goggins est dans ce groupe qui doit aller dans l'eau à 3h du matin, après un mois à ne pas avoir bien dormi, et il va dans l'eau avec tous ses compères, et là on les maintient dans l'eau plusieurs minutes, plusieurs heures dans l'eau en les insultant littéralement, en les rabaissant pendant plusieurs heures à 3h du matin sans avoir mangé, sans avoir dormi depuis plusieurs jours, ou en tout cas très peu. Et là, tu vas avoir des pensées qui vont arriver dans la tête de monsieur Goggins. Des pensées qui vont lui dire mais pourquoi tu fais ça? Tu pourrais être au chaud avec ta femme, avec tes enfants, chez toi, tu te fais souffrir, pourquoi? À quoi bon? Tu vois. Et il va avoir plein de pensées comme ça qui vont arriver dans sa tête. Plein de pensées, il va se faire submerger de pensées, et dans ce cas-là, il va avoir deux cas. Il va avoir le gars comme David Goggins, qui a un why, qui a une raison de faire ce qu'il fait hyper puissante, et tu as celui qui va avoir un why faible. Un why fort, c'est par exemple, imaginons ta mère meurt demain si tu fais pas ce que tu es en train de faire. Ok, imaginons que la personne que tu aimes le plus. La personne que tu aimes le plus va mourir demain si tu fais pas l'action qu'on te demande. Moi, je peux te dire qu'il n'y aura aucun doute sur le fait que tu fasses l'action, peu importe ce que c'est, tu vas faire l'action, c'est sûr et certain. Maintenant, si ton why c'est j'ai envie d'être stylé. Oh, c'est cool, j'ai envie de faire ça. Est-ce que tu penses que quand tu vas avoir des pensées qui vont te harceler, qui vont te submerger la tête, tu vas tenir le coup, ou est-ce que tu vas abandonner? Évidemment, tu vas abandonner. C'est hyper primordial, important d'avoir une raison de faire ce que tu fais, hyper puissante, parce que c'est elle qui va venir répondre à toutes les inquiétudes, à tous les doutes qui vont être générés dans ta tête. Si là, pendant un mois, tu te demandes de travailler 12 heures par jour, au bout d'une semaine,
tu vas déjà plus en pouvoir et ton cerveau va être submergé de pensées qui vont dire mais pourquoi tu fais ça? Arrête de te faire souffrir, va te reposer, etc., etc. Et pourtant, tu sais très bien qu'il faut que tu travailles 12 heures par jour pendant un mois si tu veux atteindre ton objectif. Mais tu es submergé par toutes ces pensées. C'est à ce moment-là, c'est à ce moment crucial qu'il y a ton why qui va venir répondre. Parce qu'il y a ceux qui vont se lancer l'objectif de faire quelque chose pendant un mois, il y a ceux qui vont le tenir. Et ceux qui vont le tenir, c'est ceux qui ont une raison forte. Et le why, grosso modo, si vraiment devez le visualiser, c'est une flamme. C'est ta volonté, c'est ton feu intérieur. C'est une flamme qui brûle en toi et qui va te donner la force de continuer, peu importe les objectifs, peu importe les obstacles qui vont t'être présentés pour atteindre ton objectif. Et maintenant, je te repose la question. Entre un gars qui est prêt à tout pour gagner, sans condition, et celui qui est prêt à tout pour gagner, sauf quand. Qui est celui qui a le why le plus fort? Qui est celui qui a une flamme intérieure qui brûle bien plus? Évidemment que c'est celui qui a un why défini. Okay, celui qui a un why fort, il va avoir une flamme bien plus brûlante au fond de lui. Okay, donc je te repose la question. Quel est ton why? Quelle est la raison profonde de pourquoi tu veux atteindre tes objectifs? Genre, pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu veux te faire souffrir alors que tu pourrais très bien accepter d'être comme tu es et être heureux dans le moment présent? Qu'est-ce qui fait que tu vas te mettre en action? Vraiment, pose-toi la question. Si tu n'as encore aucune réponse, je vais te donner quelques pistes. Le why, souvent, il vient de trois piliers principaux. Un, de la tribu, okay, de la reconnaissance de tes pairs, de la reconnaissance sociale. L'homme est un animal social et il vit à travers le regard des autres. Et donc, il y a vraiment ce truc de la réussite, c'est quelque chose qui se vit dans le regard des autres. Et donc, il y en a beaucoup d'entre nous qui vont aimer réussir parce qu'ils vont pouvoir le montrer aux autres. La tribu, ok, il peut y avoir plein d'autres raisons à la tribu, mais je te donne un exemple un petit peu. Il y a la reproduction. La reproduction, grosso modo, c'est la survie de l'espèce. L'espèce humaine, son but, c'est de perdurer dans le temps. Donc en tant qu'entité, en tant qu'être humain, ton but, c'est de vivre et de reproduire pour que l'espèce humaine perdure dans le temps. Okay, et donc là-dedans, il va y avoir la reproduction. Bien souvent, pour l'homme, ça va être la capacité à acquérir des femmes, à réussir à atteindre, à séduire des femmes, à en obtenir et à faire l'amour avec elles pour reproduire et pour avoir un enfant. Et pour la femme, ça va être la capacité à avoir des enfants et à les faire grandir sans danger. Bien souvent, c'est une généralité évidemment. Et en dernier lieu, on a la survie, tout simplement le fait de survivre. L'argent, si ton objectif c'est un objectif monétaire, ton but premier c'est la survie, c'est de sortir du paradigme de je n'ai pas assez d'argent pour acheter la nourriture qu'il me faut pour être en bonne santé. Ça fait partie de la survie, ok? Quand tu achètes de la nourriture qui n'est pas bonne pour ta santé parce que tu n'as pas assez d'argent, tu es en mode survie, littéralement. Et ton but, c'est de sortir de ça. Et c'est pour ça que certaines personnes qui sont dans des conditions difficiles vont être bien plus motivées que d'autres. Je te prends l'exemple de joueurs de foot. On voit beaucoup de joueurs de foot de couleur parce que, littéralement, ils ont des conditions de vie, statistiquement, c'est une généralité évidemment, qui sont plus difficiles que les autres. Et donc, le terrain de foot va être pour eux l'espoir d'une vie meilleure. Ok ? Donc le why est souvent lié à ces trois piliers, mais il est aussi souvent lié, comme on l'a vu précédemment, à des souffrances. Okay, les souffrances, c'est vraiment moteur de toute chose. Et donc le why va souvent être lié à des souffrances. Et quelle est la forme originelle de la souffrance? C'est le trauma, c'est le traumatisme. Qu'est-ce qui te fait souffrir plus que tout? C'est le traumatisme. Le traumatisme, c'est une blessure de l'âme, c'est une blessure du cerveau. Okay, c'est comme si tu saignais constamment du cerveau. Donc un trauma, ça peut être des expériences vraiment extrêmement difficiles que tu as vécues enfant, bien souvent en tout cas. Plus c'est jeune, plus ça va avoir de l'impact dans ta vie. Et bien souvent, les gens qui font de grandes choses, ça va être lié à des traumas qu'ils ont eu dans leur enfance. Donc tu peux aller te servir justement de ces expériences extrêmement négatives qui te font vraiment souffrir et les transmuter dans quelque chose pour améliorer le monde, pour te tourner vers ton objectif. Donc même si aujourd'hui tu souffres énormément à cause de tes traumas, dis-toi que dans un sens, ça peut être une chance pour atteindre tes objectifs. Donc là maintenant, je pense que tu as bien compris, c'est le moment de mettre pause à la vidéo et de prendre le temps, vraiment, fais l'effort. Prends le temps de mettre pause, prends une feuille et note ton why. Et si tu l'as pas encore, réfléchis-y. Mais il faut mettre pause pour réfléchir, ok? Il faut que ton esprit soit libre. Il faut que ton attention puisse se concentrer sur uniquement tes pensées et qu'est-ce
qu'est-ce qui me motive au plus profond de moi. Donc mets pause et prends une feuille et note ton why, c'est vraiment important. Encore mieux, tu peux aussi te construire un fond d'écran. Moi, c'est ce que j'avais fait plus jeune. J'avais mis toutes les choses qui me motivaient profondément sur un fond d'écran. Et c'est vraiment bien parce que dès que tu vas allumer ton ordinateur, on va te rappeler ton why constamment. Moi, je te donne des why qui sont un peu personnels. Je vais te demander de les respecter, de ne pas les juger parce que je fais l'effort de te les montrer en vidéo. C'est pas forcément évident. Mon premier why, c'est aider ma famille et mes proches à être plus dans la vie que dans la survie. Quand je dis ma famille et mes proches, c'est mes proches actuels et mes proches futurs. C'est la famille aussi que je vais construire, d'accord ? Le why 2, c'est prouver à mon enfant intérieur, donc c'est lié sans doute à mes traumas, sa vraie valeur, qu'il a une vraie valeur dans ce monde et qu'il peut apporter quelque chose à ce monde, ok ? Donc ça, c'était pour le why, donc vraiment important, il faut que tu aies un why fort. Donc réfléchis-y et note-le sur un papier et même tu peux te faire un fond d'écran. Maintenant, on va attaquer la partie dopamine mindset. Attention, encore une fois, cette partie la plus importante de la vidéo, donc ne la skip pas, ne passe pas à la suivante et regarde-la bien. Je pense que tu l'as compris avec les parties précédentes, chaque partie est vraiment primordiale. C'est une pièce du puzzle qui permet d'avoir un puzzle complet et donc qui permet d'atteindre l'objectif de cette vidéo qui est que tu sois capable d'atteindre ton objectif sans souci. Pas sans difficulté mais sans souci. Déjà, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que dans la vie, il y a un principe qui s'appelle l'homéostasie. Qu'est-ce que l'homéostasie ? L'homéostasie, c'est le fait que les organismes vivants du monde actuellement ont une logique qui fait que constamment elles vont s'autoréguler. C'est constamment une balance. Quand tu vas appuyer sur un côté de la balance, après elle va revenir dans l'autre sens. Ok ? Donc, prenons aujourd'hui l'exemple de la souffrance et du plaisir. La souffrance et le plaisir, dans l'organisme vivant, dans l'être humain, elle est toujours en équilibre. C'est impossible d'être toujours dans le plaisir. Attention, je n'ai pas dit la paix ou le bonheur, j'ai dit le plaisir, ok, qui est une stimulation avec des hormones, avec la dopamine, etc. du cerveau. Et c'est également impossible d'être toujours en souffrance. En fait, ça ne marche pas comme ça. Il faut que les deux sont utiles à ta survie. Parce que des fois, tu vas avoir besoin de souffrance pour te mettre en mouvement et aller chercher à manger, etc. Et des fois, tu vas avoir besoin d'être récompensé avec du plaisir. Donc l'homéostasie, on le voit aussi, donc comme je te l'ai dit, dans la souffrance et le plaisir. Et typiquement, un exemple concret de ça, c'est que souvent quand tu vas avoir du plaisir, ça va t'amener de la souffrance. Imaginons tu manges du sucre, tu vas prendre du poids et tu vas souffrir. La souffrance, elle, peut des fois amener du plaisir. Tu vas à la salle de musculation, tu souffres dans l'instant T, mais après ça relâche des endorphines dans ton cerveau qui vont faire que tu vas avoir du plaisir. Et si on va plus loin, il y a même un concept que j'ai tiré d'un livre que je pourrais peut-être te mettre dans la description, qui est plaisir instantané amène des souffrances long terme, donc du malheur, et souffrance court terme apporte du plaisir long terme, donc le bonheur. Un exemple concret de ça, c'est celui que j'ai pris précédemment. Si tu passes tous les jours ton temps à manger du Nutella et des choses sucrées, eh bien tu vas avoir des boutons, tu vas être en mauvaise santé, tu vas te sentir mal dans ton corps, etc., etc. Donc tu vas avoir un plaisir instantané, un plaisir rapide que tu vas échanger contre une souffrance long terme. Donc c'est du malheur, une souffrance long terme, concrètement. A contrario, si tu choisis des souffrances court terme, donc aujourd'hui je vais aller courir, donc je vais courir tous les jours, eh bien tu vas obtenir un plaisir long terme, celui d'être en pleine santé, celui d'avoir des capacités cardiovasculaires qui te permettent de faire des activités sans être essoufflé au moindre mouvement, etc., etc. Ça c'est vraiment un concept qui est hyper important à comprendre parce que bien souvent on fait l'erreur de toujours être à la recherche de plaisir instantané et finalement c'est ces gens-là qui ont la vie la plus malheureuse. Il faut vraiment essayer de trouver un équilibre entre avoir des plaisirs instantanés, bien sûr, de temps en temps, et aussi choisir des activités qui te génèrent de la souffrance pour trouver un équilibre qui va te rendre heureux. Pour te donner un exemple concret de ce concept de plaisir instantané égale souffrance long terme et souffrance court terme égale plaisir long terme, si tu travailles 10 heures par jour, ça va t'amener de la souffrance, mais c'est souvent ce qui permet de gagner 10 000 euros par mois qui va t'amener un plaisir long terme. Si tu joues aux jeux vidéo 10 heures par jour, ça va t'amener du plaisir, mais ça va souvent t'amener de la souffrance, que tu vas générer 0 euros par mois, et en plus, ta vie n'aura pas de sens et tu auras l'impression d'être misérable. Donc l'homéostasie, c'est vraiment une question d'équilibre, une question de balance, ok ? C'est un effet de levier.
Donc là, je t'ai mis un levier. Et grosso modo, si tu mets quelque chose d'un côté, ça va activer l'autre côté. Donc typiquement, si tu mets tu t'investis, tu fais des sacrifices et tu travailles, souvent, ça va amener la réussite. Maintenant, le but pour toi, ça va surtout être de reprendre le contrôle de ta dopamine, ok? Et écoute bien parce que ça, c'est le concept qui manque à 80% des gens pour être 10 fois plus productif et j'abuse à peine. Moi, c'est vraiment ce qui m'a permis de dépasser la plupart des gens dans le milieu professionnel, c'est le dopamine mindset. Pour t'expliquer ce que c'est le dopamine mindset, il faut que tu visualises deux jauges pour chaque action que tu vas réaliser. Une jauge avec les efforts fournis pour réaliser l'action et une jauge avec la dopamine reçue. La dopamine reçue, donc la dopamine, c'est l'hormone de la récompense, du plaisir, de la satisfaction. Ok ? Donc grosso modo, dès que tu vas réaliser quelque chose, ça va t'apporter de la dopamine. Demain, tu manges du Nutella, bah, tu vas avoir de la dopamine parce que le Nutella, c'est plein de sucre, etc. Donc ça va sécréter beaucoup de dopamine dans ton cerveau. Donc il faut que tu visualises deux jauges. Une jauge effort fourni et une jauge dopamine reçue pour chacune des actions que tu vas réaliser. C'est vraiment important que maintenant, chaque action que tu réalises, elle soit en corrélation avec ces deux jauges. Okay. Prenons un exemple, revenons sur l'exemple du pot de Nutella. Manger un pot de Nutella, ça demande très peu d'effort. Il est dans ton placard. Tu as littéralement juste à te lever de ton fauteuil, à le prendre, une cuillère, bam, et tu as du Nutella dans la bouche. Donc tu as un effort fourni qui est extrêmement bas. Par contre, on va être plutôt là du coup, tu as un effort fourni qui est extrêmement bas. Par contre, manger du Nutella, ça t'apporte énormément de dopamine parce que c'est du sucre transformé, c'est conçu par des ingénieurs dans une salle en petite blouse blanche pour te donner le plus de dopamine possible dans ton cerveau. Donc tu vas avoir un pic de dopamine qui est vraiment énorme. L'inverse de ça, c'est tu vas à la muscu, tu fais un effort fourni qui est élevé, tu as un pic de dopamine qui est faible. Okay, et pic de dopamine faible ne veut pas dire dopamine en négatif. Ça c'est du plaisir, ok. Ça c'est quand même cool de recevoir ça. C'est juste que c'est faible, tu le ressens faiblement. Maintenant, il faut bien que tu comprennes que tu as une moyenne. Tu as une moyenne de dopamine. Donc tu as une moyenne d'efforts fournis pour chacune de tes actions et tu as une moyenne de dopamine reçue. Si toute ta journée tu passes ton temps à faire des actions qui demandent très peu d'efforts et qui t'amènent beaucoup de dopamine, eh bien tu vas avoir une moyenne avec la dopamine qui va être ici et l'effort fourni qui va être ici. Okay, et c'est vraiment important de comprendre ça parce qu'on va le voir par la suite, mais toutes les actions que tu vas faire vont être relatives à ta moyenne. Okay, la motivation, en fait, c'est la motivation pour réaliser une action est relative à ta moyenne de dopamine. Donc grosso modo, quand ta moyenne c'est beaucoup d'efforts fournis pour avoir un peu de dopamine, et bien quand tu vas demander à ton cerveau de faire un effort moyen pour beaucoup de dopamine, la motivation va être énorme, tu vas être hyper motivé de faire ça. Dans le monde concret, comment ça se matérialise? Moi, dans ma vie de tous les jours, je ne mange pas de sucre. Je ne vais pas sur les réseaux sociaux, dépendamment des périodes, mais il y a des périodes vraiment où je ne vais pas sur les réseaux sociaux. Ok, je ne regarde pas de vidéos YouTube distrayantes, je ne regarde pas de films, etc., etc. J'ai une vie vraiment qui me donne très peu de dopamine. Par contre, je demande énormément d'efforts à mon cerveau. Je lui demande d'aller faire la muscu, je lui demande de travailler, etc., etc. Et donc, en fait, j'ai une moyenne avec effort fourni extrêmement élevé et dopamine reçue extrêmement bas. Et donc, par exemple, quand je vais demander à mon cerveau de lire un livre, pour lui, ça va être une dose de plaisir immense. Je pense que beaucoup d'entre vous qui regardez cette vidéo, toi peut-être, si tu regardes cette vidéo, quand tu lis un livre, tu as l'impression que ça te demande des efforts. Ça veut dire que ta journée, dans ta journée, tu as trop d'actions qui t'apportent du plaisir sans effort avant. C'est littéralement ça, ok? Moi, quand je suis dans ces moments-là où je travaille énormément et j'ai très peu de plaisir dans ma journée, lire, ça devient le truc le plus excitant de ma journée. Mais vraiment, genre j'aime énormément lire. Par contre, quand je suis dans des périodes où je me permets plus d'aller sur les réseaux sociaux, que je me permets beaucoup plus de me distraire, lire va être une corvée et je vais avoir du mal à me mettre à lire, ça va me demander des efforts, je vais être moins motivé. Ok? Et ça, c'est le deuxième exemple. C'est quand tu as une vie où par exemple toute ta journée tu la passes à scroller sur TikTok, impossible de demander à ton cerveau de travailler. Eh bien oui, parce que scroller sur TikTok, ça te demande extrêmement peu d'efforts parce que c'est une application sur laquelle tu peux défiler des vidéos de façon infinie et tu vas avoir une dose de dopamine qui est hyper élevée parce que c'est plein d'ingénieurs dans une pièce qui réfléchissent
chaque jour à comment t'envoyer le plus de dopamine dans le cerveau. Donc forcément, quand par la suite tu vas demander à ton cerveau de lire un livre, il va faire bon mon coco, t'es mignon, mais on continue de regarder TikTok, ce qui va t'amener sans doute dans un état dépressif, etc. et dans un cercle infernal. Quelques exemples de ça, ça va être la douche froide. Douche froide, effort fourni extrêmement haut, dopamine moyenne, ok, parce que tu as des endorphines, etc., qui sont relâchées, il me semble, quand tu finis la douche froide. Jouer aux jeux vidéo, effort fourni extrêmement bas, dopamine reçue extrêmement haute. Ou scroller sur TikTok, effort fourni zéro, dopamine qui dépasse le plafond. Donc, ce qu'il faut que tu comprennes vraiment, c'est la conclusion de cette partie, c'est qu'il est de ton devoir, il est de ton devoir de protéger ta dopamine. Tu es le gardien sacré de ta dopamine. C'est vraiment, vraiment important que tu prennes conscience de ça. Quatrième partie, hacker sa motivation. Et encore une fois, cette partie est la plus importante de la vidéo. Et en plus, c'est la dernière. Donc, ne finis pas la vidéo maintenant. Prends le temps de la finir jusqu'au bout. Va jusqu'au bout des choses. Parce que ça va entraîner ce qu'on va voir par la suite, ton auto-efficacité. Donc encore une fois, ne skip pas cette partie. Prends le temps et mets la vidéo en x2 si elle te semble un peu longue. La motivation, elle peut se résumer avec une équation relativement simple qui est auto-efficacité fois valeur divisé par impulsivité fois délai. Et on va expliquer ensemble cette équation. L'auto-efficacité, c'est la croyance qu'un individu possède en sa capacité à réaliser une action. Donc l'auto-efficacité, c'est à quel point tu as tenu ce que tu as dit dans différents domaines. C'est la moyenne de à quel point quand tu as dit je vais faire ça, tu es allé jusqu'au bout ou non, d'accord ? Et on a une auto-efficacité qui est globale, donc qui est générale à toutes les activités qu'on va pratiquer, et on a une auto-efficacité qui est relative à un domaine en particulier. Je te donne un exemple, peut-être qu'aujourd'hui, toi, tu vas à la salle tous les jours. Et donc, chaque fois que tu te dis, je vais à la salle, tu y vas. Ce qui fait que tu as une auto-efficacité qui est extrêmement haute dans le domaine du sport. Par contre, il se peut aussi que tu te dises tous les jours, allez, j'arrête de manger du sucre, et que le lendemain, on te retrouve avec un pot de Nutella et une cuillère dans la bouche. Dans ce cas-là, de façon répétée, tu t'es prouvé à toi-même que tu ne pouvais pas te faire confiance sur le sujet de la nourriture et donc tu as une auto-efficacité qui est haute. Et la prochaine fois que tu vas demander à ton cerveau de ne pas manger du sucre le lendemain, ton cerveau va répondre bon, de toute façon on sait bien que c'est faux parce que toutes les fois d'avant on a mangé du sucre, donc on va continuer de faire pareil. Et c'est la même chose en sport, quand tu as pris l'habitude de tenir ce que tu t'es dit en sport, eh bien ton cerveau il va faire non, attends, on a l'habitude de tenir, on va continuer comme ça, ok ? Et tu as la moyenne de tout ça, qui va vraiment être à quel point tu as l'habitude de tenir tes promesses ou non. Et c'est hyper important d'avoir une auto-efficacité qui est haute. Plus ton auto-efficacité est haute, plus tu vas être motivé à faire les choses parce que tu vas savoir que quand tu commences quelque chose, tu vas jusqu'au bout. Okay ? C'est vraiment important d'être conscient que tu as une auto-efficacité dans chaque domaine et une auto-efficacité globale et que c'est elle qui va déterminer à quel point tu es motivé ou non en partie. Après, on a la valeur. La valeur, c'est la puissance des récompenses associées à une tâche. Okay ? On a la valeur pendant l'action. Donc typiquement, si aujourd'hui je me dis je vais travailler pendant 5 heures, je peux très bien me donner des petites sources de plaisir pendant le travail pour augmenter la valeur perçue pendant le travail. Donc par exemple, prendre un café pendant que je travaille. Et on a la valeur perçue après l'action. La valeur perçue après l'action, c'est à quel point tu visualises le plaisir que ça va t'apporter d'aller jusqu'au bout de ce que tu as fait. Donc par exemple, tu travailles 5 heures, tu te dis « Ah, je visualise là, quand j'aurai fini de travailler, ça va m'apporter tel bénéfice, tel bénéfice, tel bénéfice. » Troisième chose, c'est l'impulsivité. C'est la résistance, la capacité à contrôler ses pulsions. C'est en gros à quel point tu es compulsif ou non, à quel point tu vas être contrôlé par tes désirs et à quel point tu vas sauter sur tes désirs rapidement. Ça, c'est quelque chose qui a tendance à être beaucoup génétique, mais tu peux quand même influer là-dessus. Donc voilà. Quatrième chose, c'est le délai. C'est la distance, souvent en temps, qui nous sépare de la récompense. Par exemple, ok, je veux apprendre l'anglais, je veux que dans 3 mois, je sois capable de tenir une discussion avec n'importe qui en anglais. Eh bien, plus la distance est courte, plus tu vas être motivé parce que tu vas être capable de te dire, ok, bientôt, j'aurai ma récompense, je serai capable de faire X choses. Donc le but, ça va être d'augmenter l'auto-efficacité et la valeur et évidemment de baisser l'impulsivité et le délai. Pour ça, je vais te donner les différentes méthodes que moi,
je connais pour déjà augmenter son auto-efficacité, mais bien sûr pour toutes les autres valeurs de l'équation. Ok. Donc, comment augmenter son auto-efficacité? Eh bien, premièrement, tu as la surcharge progressive. C'est-à-dire que peut-être que jusqu'à maintenant, tu n'as fait que te prouver que tu ne pouvais pas te faire confiance. Tu n'as plus confiance en ta capacité à réaliser des actions, et chaque fois que tu vas demander à ton cerveau, ok, demain j'arrête de manger du sucre, il va te faire non, non, parce qu'on sait très bien qu'on ne tient pas, donc on va même pas essayer finalement. La surcharge progressive, c'est un concept qui vient de la musculation. Au lieu de te donner des objectifs hyper durs à atteindre au début, en fait, tu vas te donner des petites tâches extrêmement simples à tenir pour renforcer, augmenter ta moyenne d'auto-efficacité globale qu'on a vue précédemment, ok? Donc on va chercher à augmenter petit à petit son auto-efficacité pour que petit à petit ça soit de plus en plus simple de réaliser et de se faire confiance sur des tâches plus dures, ok, qui vont demander plus d'efforts. Donc ça c'est la surcharge progressive. Deuxième technique, ça va être grosso modo changer son identité. L'identité c'est ok, je pense que je suis comme ça, ok, je pense que j'ai cette valeur-là, je suis telle personne. Typiquement, peut-être qu'aujourd'hui, tu as l'identité de quelqu'un qui n'a pas réussi. Et dans ce cas-là, ça va être dur de demander à ton cerveau de faire les actions de quelqu'un qui réussit. Tu vois ce que je veux dire? La première stratégie, c'est une stratégie que j'adore, c'est la stratégie fake it until you make it. Okay, c'est grosso modo, tu fais genre, tu es la personne que tu veux devenir tant que tu l'es pas. Donc par exemple, moi j'ai agi comme quelqu'un de riche, j'ai travaillé comme quelqu'un de riche, j'ai étudié comme quelqu'un de riche, jusqu'à ce que je devienne riche, même si je ne le suis pas vraiment encore. Okay. Deuxième technique, c'est l'auto-hypnose. Alors ça, c'est une technique dans laquelle je ne pourrais pas t'expliquer en détail parce que je ne l'ai pas pratiqué, mais grosso modo, c'est le fait de se faire des autosuggestions dans un état quasi inconscient du cerveau pour imprimer des choses dans l'inconscient. Je te laisse aller voir des vidéos sur le sujet. Et après, tu as la méthode brainwash qui est un peu mon invention. Grosso modo, ça consiste à te brainwash le cerveau, donc à te lobotomiser le cerveau, à te laver le cerveau. Et quel est le concept? Grosso modo, tu dois consommer de la ressource sur un sujet du matin au soir. Si tu veux être bon et efficace en musculation et augmenter ton auto-efficacité en musculation, regarde du matin au soir des gens qui font de la musculation et qui vont à la musculation et qui te disent d'aller à la musculation, et ça va laver ton cerveau, tu vas être lobotomisé et ça va te mettre en action pour réaliser ces actions. Maintenant, comment augmenter la valeur? Valeur, il y a la valeur pendant l'action, encore une fois, il y a la valeur perçue après l'action. La valeur pendant l'action, par exemple, ça va être ajout de plaisir pendant que tu fais l'action. Boire un café pendant le taf, retirer de la friction, ne pas faire de montage pour sortir une vidéo. D'accord? Donc si ton objectif c'est de sortir une vidéo, eh bien tu vas retirer des efforts pour atteindre l'objectif, et donc c'est ce qu'on appelle retirer de la friction. Tu peux aussi ajouter de la valeur sociale. Ok? Par exemple, je fais de la boxe parce que j'aime être perçu comme un gars puissant. En fait, tu vas rajouter de la valeur à atteindre ton objectif. Et en fait, le fait juste de te dire je pratique la boxe va te dire je suis un gars puissant, et ça va te motiver un peu plus. Et après, il y a la valeur perçue après l'action. Tu as des techniques de visualisation comme celle qu'a fait Mike Tyson, qui est la légende du boxe, enfin le gars en boxe le plus connu au monde parce que ça a été un champion du monde qui a fait des KO totalement incroyables. Et grosso modo, lui, tous les soirs, il répétait en boucle qu'il allait devenir champion du monde, et il est devenu champion du monde. Deuxième méthode, on a déjà vu, c'est avoir un why fort. Okay, je veux sauver ma mère du cancer. À mon avis, tu vas être très motivé. Et puis après, il y a simplement augmenter la valeur. Gagner 8 000 euros, c'est plus motivant que gagner 4 000 euros. D'accord? Et évidemment, supprimer les sources de dopamine sans effort pour rééquilibrer son système de récompense, extrêmement important, tu l'as vu précédemment. Comment diminuer maintenant l'impulsivité? Alors certes, il y a une part de génétique, mais on peut aussi influencer celle-ci. Il y a la technique des bateaux brûlés. Moi, c'est une technique que j'utilise au quotidien parce que, par exemple, je sais que je suis extrêmement impulsif avec le sucre. Si j'ai du sucre dans ma maison, je vais craquer. Je vais aller manger du sucre parce que j'ai peut-être plus de difficultés qu'un autre à tenir cette chose-là. Eh bien, pour moi, c'est très simple. Je n'achète jamais de sucre. Je n'ai pas de sucre chez moi. Ce qui fait que quand je vais avoir envie de sucre, eh bien, soit je vais aller manger du fromage, je vais me rabattre sur du fromage, soit je vais manger au grand maximum une pomme. Ok ? Le pré-engagement social, ça c'est hyper fort, c'est une technique que j'utilise aussi. C'est grosso modo, tu vas dire à tous tes proches, voilà ce que je vais faire.
imaginons, tu veux être musclé, tu vas signer un contrat avec tes proches, je m'engage à aller à la muscu 5 fois par jour, par semaine, et tes proches, ils vont te mettre une pression sociale qui va te pousser à atteindre tes objectifs. Et dernière chose, c'est les habitudes positives. Donc une habitude, c'est quelque chose qui te permet facilement de garder un comportement tous les jours. Donc mets en place des habitudes qui sont positives, qui te font avoir des comportements positifs et ça va vraiment t'aider sur l'impulsivité. Dernier point, comment diminuer le délai. Pour ça, il faut décomposer l'objectif. Au lieu de se dire je vais faire ça en un an, non, je vais faire ce petit truc en un mois, puis ce petit truc en un mois, puis ce petit truc en un mois, etc. etc. Se mentir à soi-même, ça c'est quelque chose d'hyper puissant. Être naïf et croire que tu vas faire quelque chose en un mois, ça te permet souvent d'être motivé. Typiquement la musculation, on a tous l'impression qu'on va être musclé en 6 mois. C'est totalement faux. Moi ça m'a pris 4 ans d'avoir le corps que je voulais avoir. Si dès le début on m'avait dit que ça allait prendre 4 ans, tu peux être certain que j'aurais pas commencé la musculation. Ou en tout cas j'aurais été beaucoup moins motivé. Et après, il y a tout simplement le fait de vraiment réduire le délai. De vraiment trouver des méthodes pour faire en sorte que ton objectif soit atteignable de manière plus rapide. Maintenant, c'est à toi de courir après tes objectifs. Ok, c'est vraiment à toi. Je t'ai donné tout ce qu'il faut dans cette vidéo. Donc, c'est maintenant ton job. Ok, c'est ta mission. Donc, je te donne plein de force, plein de courage. T'en es vraiment capable. Ok, c'est hyper important de comprendre ça. T'en es vraiment capable. Si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Encore une fois, on est sur une chaîne qui a pour objectif d'aider les autres dans le monde extérieur, donc le business, les relations, le développement personnel et trouver la paix dans le monde intérieur. C'est la paix intérieure, la santé mentale et la spiritualité. Aider les autres dans le monde intérieur. Si cette mission te parle, tu peux bien sûr liker, abonner, etc. Parce que, excuse-moi, j'ai oublié cette phrase, je ne ferai jamais d'argent avec ce mouvement. C'est quelque chose de très 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 important. Je me suis engagé à ne jamais faire d'argent avec cette chaîne. Donc si je fais ce contenu, c'est vraiment pour essayer de t'aider. Donc si tu veux soutenir ma mission, soutenir mon projet de vie et aider cette chaîne à toucher plus de monde pour qu'on supprime des vidéos qui font en sorte que les gens se sentent mal et qu'on les remplace par des vidéos qui aident les gens à se sentir mieux, eh bien tu peux liker, t'abonner, partager, et j'ai oublié commenter la vidéo. Évidemment, le plus fort c'est de partager ou de commenter, ça m'envoie de la force, ou tu peux envoyer de la force à un de tes proches. Dans tous les cas, je te souhaite beaucoup de paix, beaucoup d'amour dans ta vie, je te dis à très vite, c'était Yanis.